Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur les ondes de Radio ACB pour la suite de ce chapitre d'histoire consacré à la Ve République de 1958 aux années 1980. Nous avions vu dans le cours précédent, dans la première partie consacrée aux années De Gaulle 1958-1969, la crise du 13 mai 58, et puis l'installation de la République gaullienne et notamment la mise en place d'une nouvelle constitution, la constitution de la Ve République. On va terminer ce premier volet avec une troisième étape qui s'intitule sur votre fiche de travail « La révolte de mai 1968 ». On terminera ce chapitre avec une deuxième partie sur les successeurs de De Gaulle de 1969 aux années 80. Pour démarrer ce volet sur la révolte de mai 1968, je vous ai proposé de prendre le document 2, page 189. C'est une photographie sur laquelle on voit des jeunes en train de manifester, de contester. On voit un point levé. On est à Paris, boulevard Saint-Michel, en mai-juin 1968, et on voit notamment une jeune femme perchée sur les épaules d'un autre jeune. Cette jeune femme brandit le drapeau du Front National de Libération du Sud-Vietnam au moment de la guerre du Vietnam et elle prend donc position contre l'impérialisme américain. Alors, cette photo est devenue assez vite célèbre et les médias lui ont donné le titre de la Marianne de 68 et elle fait référence à la figure allégorique de Marianne et elle a été rapidement assimilée au tableau de Delacroix, La liberté guidant le peuple, bien que le tableau de Delacroix ne représente pas Marianne à l'origine. Pour la petite histoire, cette jeune femme, il s'agit de Caroline de Bendern. C'est une jeune top modèle britannique qui se trouve à Paris à ce moment-là. Elle est la petite fille du richissime Maurice Arnold de Forest. Et lorsque son grand-père découvre la photo de sa descendante, faisant la une de Paris Match, il en est tellement outré qu'il la déshérite immédiatement. Cette jeune femme portera plainte plusieurs fois contre le photographe pour défendre son droit à l'image et elle n'obtiendra pas gain de cause, cette image étant considérée comme relatant un fait historique. Le titre nous indique la révolte de mai 68. En effet, ce n'est pas une révolution, c'est plutôt considéré comme un mouvement de révolte. Un vaste mouvement de contestation éclate alors en France, qui connaît pourtant la paix et une forte croissance économique. Mais l'optimisme et la foi dans le progrès masquent les inégalités et les aspirations au changement d'une société bloquée. Société de consommation et rigidité des mœurs génèrent frustration et critique. Déclenché par la jeunesse étudiante, le mouvement s'étend et devient une crise sociale et politique qui déstabilise le pouvoir du général de Gaulle. Je vous invite à regarder le lien vidéo que je vous ai proposé sur le cahier de texte, dans lequel on voit notamment la chronologie des événements sur un lien et puis un autre également, une illustration de ce mécontentement et également de cette aspiration nouvelle de la jeunesse à l'époque, d'une part, des étudiants, mais aussi, on va le voir, de toute la classe ouvrière qui aspire à une meilleure situation. On peut donc noter sur notre fiche de travail: au printemps 1968, la France connaît un vaste mouvement de contestation. La colère éclate d'abord chez les étudiants parisiens, et les étudiants qui condamnent d'abord le système universitaire, mais ensuite qui condamnent la société de consommation. Et aspire à plus de liberté. C'est aussi d'ailleurs, on va le lire tout de suite à travers le document de la planche 3, une aspiration vers plus de liberté en général.
Un des leaders du mouvement étudiant parisien s'appelle Daniel Cohn-Bendit, et c'est un texte de Daniel Cohn-Bendit, donc planche 3, des documents que nous allons lire. C'est tiré d'un livre, Le gauchisme, remède à la maladie sénile du communisme, et il nous donne ici, dans ce texte, le sentiment des lycéens. C'est intéressant parce que c'est à peu près votre classe d'âge. Alors, on lit ça. La contestation des lycéens en mai 1968. Occuper les lycées, imposer le dialogue aux enseignants, participer à un combat, donner l'impression aux lycéens d'être dans l'action. En effet, les lycéens se mobilisent aussi comme les étudiants, et c'est pas seulement à Paris, le mouvement s'étend également en province. Je continue. Ils contestaient alors non seulement leur statut d'élèves, mais l'éducation que leur réservait la société de consommation. Les lycéens et lycéennes aspiraient à une liberté correspondant à leur maturité physique et intellectuelle. Donc là, Daniel Cohn-Bendit considère que les parents considèrent les jeunes comme immatures et incapables de participer au projet de société. Je continue. Le drame, les lycéens le vivaient dans leur famille face à l'incompréhension des parents. L'enfant actif toute la journée, occupant, discutant, se battant, occupant aussi d'ailleurs son lycée, méprisait foncièrement ses parents qui non seulement ne comprenaient rien, ne voulaient pas comprendre, mais le réprimaient et tentaient de l'enfermer. L'action des lycéens contrastait totalement avec leur vie familiale et scolaire antécédente. Donc ce document nous montre aussi un conflit de génération, un conflit d'éducation, un conflit entre la génération des parents, qui est très conformiste, qui prévoit une éducation classique. Ils reproduisent d'ailleurs eux-mêmes souvent l'éducation rigide qu'ils ont reçue, et cette jeunesse qui aspire à plus de liberté, à plus de responsabilité. Vous avez également une double planche de documents qui est assez intéressante, je ne vous l'ai pas noté sur votre fiche, mais on peut aller jeter un coup d'œil pages 198 et 199. Page 198-199, et là on découvre un certain nombre d'affiches que les étudiants pouvaient réaliser à l'époque en utilisant non pas des photocopieuses mais plutôt des machines à sérigraphier ou des machines à alcool. Et donc ces affiches montrent toute une créativité et également une idéologie nouvelle. Vous voyez, document 1, sois jeune et tais-toi. On devine derrière l'ombre du général de Gaulle qui met sa main devant la bouche d'un jeune et qui l'empêche de s'exprimer. On a également, page 199, des affiches. Moins de 21 ans, voici ton bulletin de vote, on voit un pavé. En effet, vous le verrez sur les images, les étudiants à Paris enlèvent les pavés des rues, font des barricades, s'affrontent avec les CRS. C'est une révolte aussi violente. On voit qu'à l'époque, les jeunes ne peuvent toujours pas voter, ils ont moins de 21 ans. Et puis une autre affiche, brisons les vieux engrenages. On voit le général de Gaulle qui est dans les engrenages et qui contrôle la société. Et enfin, une troisième affiche, une jeunesse que l'avenir inquiète trop souvent, une jeunesse bâillonnée, qui n'a pas la liberté d'expression. Il y a des slogans de l'époque qui sont restés célèbres, par exemple, sous les pavés la plage, enlevons les pavés des rues et nous trouverons le sable, c'est-à-dire le sable de la plage et donc le bonheur. Ou alors il y avait des slogans du genre « il est interdit d'interdire », etc. Ces affiches proposées ici sur le livre illustrent également le rejet plus général de l'autorité gaulliste, comme par exemple l'allocution télévisée du 24 mai 1968. Mais son intervention est impuissante à enrayer le mouvement et paraît aussi pompeuse que décalée. Sa célèbre et lapidaire formule avait semblé vouloir clore le débat. Il disait « la réforme oui, la chienlit non », la chienlit c'est-à-dire le désordre. Le terme est aussitôt récupéré par les étudiants qui vont éditer des affiches en disant « la chienlit, c'est lui ». Plus largement, la révolte de mai-juin 1968 met en lumière le décalage entre les aspirations de la jeunesse et la fermeture du système politique. Les images que je vous propose de voir sur les liens YouTube nous montrent que la classe ouvrière est également mobilisée. On peut donc noter sur votre fiche de travail, les ouvriers se joignent au mouvement pour réclamer une amélioration de leurs conditions. Les ouvriers se joignent au mouvement. Des grèves paralysent
le pays. Grève générale. Des grèves paralysent le pays. On continue la trace écrite. Fin mai, le général de Gaulle se ressaisit. Et là, il y a une contre-manifestation avec un soutien apporté au général de Gaulle. Le mouvement de révolte s'estompe. Le parti gaulliste va remporter les élections législatives puisqu'il a dissous l'Assemblée nationale entre-temps. Les étudiants qui occupaient la Sorbonne et le théâtre de l'Odéon à Paris libèrent les lieux. Bon nombre de ces jeunes rentreront dans le rang, d'autres partiront en Inde ou à Katmandou, se perdre dans les paradis artificiels, d'autres pourront créer des communautés paysannes avec le projet de réaliser leur idéal de société à travers ces communautés rurales. Le mouvement de mai 68 qui a semblé s'effilocher et s'éteindre assez rapidement va pourtant marquer la société française. Et c'est dans les années suivantes qu'on verra que ce changement de mentalité va pouvoir se réaliser à travers les différentes réformes qui seront engagées dans la société. L'année suivante, en 1969, De Gaulle va proposer un référendum sur la réforme du Sénat, mais également sur la régionalisation en France. De Gaulle pose un contrat en disant aux Français « Si vous votez non, eh bien je me retirerai du pouvoir ». C'est une forme peut-être aussi pour lui de sortie de la vie politique. Le résultat du scrutin montrera que le non va l'emporter. De Gaulle se retire effectivement le lendemain de la vie politique et De Gaulle démissionne. On peut noter, mais en 1969, lors du référendum sur la régionalisation, le non l'emporte. Le lendemain, le 28 avril 1969, De Gaulle démissionne. Peut-être que cette décision était prémonitoire puisque l'année suivante, en 1970, De Gaulle décède. On va continuer maintenant avec la deuxième partie de ce chapitre, la Ve République à travers l'épreuve de la durée. On peut prendre le livre, page 171. On voit différentes photos des présidents de la République qui vont se succéder durant la période 58 jusqu'aux années 80. On a trois étapes. On a une première étape qui est l'étape 1969-1981 avec deux présidents, le président Georges Pompidou et le président Valéry Giscard d'Estaing, que vous voyez en photographie. Si vous prenez la planche de documents, on a deux frises chronologiques sur la deuxième feuille et il faudra compléter donc la première frise chronologique. Vous pourrez vous aider de la page 173. On voit effectivement durant la Ve République la succession des différents présidents de la République. Il y a une deuxième frise en dessous qui déborde d'ailleurs la période puisqu'on va jusqu'en 2007 ici. Mais c'est une frise qui va nous permettre de voir comment évolue le pouvoir politique. Donc en 1969, suite au départ du général de Gaulle, c'est le gaulliste Georges Pompidou, son ancien Premier ministre, qui est élu président de la République. Il continue la politique gaullienne, c'est l'époque de l'industrialisation de la France, du développement économique. On voit dans le document 4 de la planche que des réformes de société sont malgré tout engagées. On voit notamment l'autorité parentale conjointe remplace la toute-puissance paternelle. En 70, en 72, première loi sur l'égalité salaire entre hommes et femmes et ouverture aux femmes au concours d'entrée aux grandes écoles. Aux élections présidentielles de 1974, c'est le candidat de la droite, cette fois-ci non gaulliste, Valéry Giscard d'Estaing, qui va succéder à Pompidou. Le candidat de la gauche, François Mitterrand, est battu. Et là aussi, Giscard d'Estaing va continuer les réformes sociales, peut-être impulsées par la révolte de mai 68. On voit sur la planche de documents le document 4. 1974, loi sur la majorité civile et le droit de vote à 18 ans. Enfin, les jeunes vont pouvoir voter à partir de 18 ans et non plus seulement 21 ans. Remboursement de la contraception par la sécurité sociale. Et on le reverra dans le chapitre suivant, 1975, loi Veil autorisant l'interruption volontaire de grossesse, l'avortement. Instauration du divorce par consentement mutuel et non plus seulement par faute.
obligation de mixité dans l'enseignement public, et loi Haby, enfin, créant le collège unique. Tous les enfants ont un enseignement commun jusqu'en 3e. Donc, après avoir noté Georges Pompidou en 1969, on peut noter en 1974 Valéry Giscard d'Estaing. Valéry Giscard d'Estaing. Vous avez l'orthographe, page 171. On l'appelle VGE. Succède à Pompidou. Face aux aspirations de la jeunesse, la majorité passe à 18 ans. L'âge de la majorité. On est majeur à 18 ans. À 18 ans, la France connaît des problèmes économiques. En effet, 1973 et 1978, ce qu'on appelle les deux chocs pétroliers. On le reverra dans le chapitre suivant. Le prix du pétrole augmente énormément et notre facture énergétique explose. La France connaît la crise économique, on peut le noter. La France entre dans la crise économique et le chômage augmente suite aux suppressions d'emplois et aux fermetures d'entreprises. Et le chômage augmente. Grand B, maintenant, un sous-titre, l'alternance 1981. On peut prendre le livre, pages 180 et 181. Il y a de nouvelles élections présidentielles et c'est cette fois-ci le candidat de la gauche, le candidat socialiste François Mitterrand, qui d'ailleurs représente une union de la gauche à l'époque. Il est soutenu par le Parti communiste qui remporte les élections présidentielles. C'est la première fois qu'un président de gauche est élu en France. Ça correspond à une aspiration générale de changement. D'ailleurs, c'est son slogan de campagne, le changement. Cette victoire de 1980 est célébrée par une véritable liesse populaire. À la Bastille, à Paris, le soir du 10 mai, on compte jusqu'à 200 000 personnes venues fêter cette alternance. Alors, je parle d'alternance, c'est-à-dire que on est passé d'un pouvoir des partis de droite à un pouvoir d'un parti de gauche ou d'une alliance de gauche. Donc il y a alternance du pouvoir politique. C'est un mot qu'il faut comprendre et retenir. Alors pourquoi cette victoire Eh bien, elle résulte de multiples conditions. La victoire de Mitterrand est en effet la conséquence d'une situation de crise économique, on vient de le voir, mais aussi d'une crise sociale croissante et d'une lassitude grandissante à l'égard des partis de droite et peut-être plus précisément de Valéry Giscard d'Estaing. Le programme du candidat de la gauche, avec 110 propositions, est populaire. Mais c'est aussi le résultat d'une stratégie qui a permis de rassembler les voix de la gauche au second tour. Cette victoire, comme le montre le document 3, la photographie, page 181, est la victoire des jeunes, des urbains, mais aussi des classes moyennes, qui constituent désormais le profil majoritaire de la population française. On va prendre note sur notre fiche de travail, grand B, l'alternance 1981, la victoire du socialiste François Mitterrand avec 2 T et 2 R, à l'élection présidentielle de 1981, une deuxième date à retenir. On a vu que la première c'était 58. On a également 68, d'ailleurs, c'est vrai, la révolte de mai 68 est aussi une date importante. Avec l'élection présidentielle de 1981, marque la première alternance politique. La première alternance politique depuis le début de la Ve République. Et on va lire la définition du mot alternance. Page 180, vocabulaire. Alternance, changement de majorité de la droite à la gauche, ou inversement, après une élection présidentielle ou législative, c'est-à-dire élection à l'Assemblée nationale. On continue la trace écrite, donc la gauche succède à la droite, à la tête de l'État. La gauche succède à la droite à la tête de l'État. Et même s'il l'a critiqué, Mitterrand ne change pas la constitution de la Ve République. Il reconnaîtra l'efficacité de cette Ve République qui fonctionne d'ailleurs toujours aujourd'hui. On peut continuer maintenant avec les documents de la planche, les documents 5 et 6 que je vous ai mis. En effet, les réformes sociales vont continuer, mais ce seront aussi des réformes économiques. Il faut bien considérer que la gauche n'a pas le même projet économique et social que la droite.
Le document numéro 6 nous montre justement les réformes qui vont être engagées par le gouvernement Mauroy, qui est le premier ministre de François Mitterrand à l'époque. Et tout d'abord, vous voyez, au niveau réforme économique, on constate des nationalisations. 5 groupes industriels, 39 banques sont nationalisées. Ça nous rappelle ce qui avait été fait en 1936 et ça correspond bien à cette idéologie de propriété collective qu'on retrouve à gauche. Il y aura des réformes sociales. Vous voyez document 6, forte augmentation du SMIC, salaire minimum indexé sur la consommation. Semaine de travail de 39 heures, on diminue le temps de travail. 5e semaine de congés payés en 1982. Loi Auroux qui renforce les droits des salariés dans l'entreprise en 82. Retraite à 60 ans en 1983. Quand on voit la situation actuelle, on se demande si on a vraiment fait des progrès sociaux de ce côté-là. Création de l'impôt sur les grandes fortunes, qui s'appellera plus tard l'ISF, impôt sur la fortune, mesures en faveur des locataires, réforme administrative et judiciaire, loi sur la décentralisation. Finalement, la loi qu'avait proposée De Gaulle au référendum de 69 va être mise en place ici avec la loi Defferre et la régionalisation, la mise en place des conseils régionaux et l'attribution d'un certain nombre de pouvoirs aux régions. Il y a abolition de la peine de mort, on va voir ça de plus près. Et puis, au niveau des réformes culturelles, autorisation des radios libres, et Radio ACB en sait quelque chose, puisqu'elle date de cette époque-là. Création de la Haute Autorité de l'Audiovisuel, qu'on appellera plus tard le CSA, le Conseil Supérieur de l'Audiovisuel. Et enfin, le ministre de la Culture de François Mitterrand, qui s'appelle Jack Lang, va initier la fête de la musique, qui a lieu le 21 juin depuis cette époque-là. Alors on a un document intéressant, c'est le document 5 de la planche. C'est un extrait du discours de Robert Badinter, ministre de la Justice, qui va proposer à l'Assemblée nationale une loi sur l'abolition de la peine de mort. On lit ce texte, document 5 de la planche. Dans les pays de liberté, l'abolition est presque partout la règle. Dans les pays où règne la dictature, la peine de mort est partout pratiquée. Aussi terribles, aussi odieux que soient leurs actes, il n'est point d'homme en cette terre dont la culpabilité soit totale et dont il faille pour toujours désespérer totalement. Aussi prudente que soit la justice, aussi mesurée que soient les femmes et les hommes qui jugent, la justice demeure humaine, donc faillible. Et je ne parle pas seulement de l'erreur judiciaire absolue, quand, après une exécution, il se révèle comme cela peut arriver que le condamné à mort était innocent et qu'une société entière devient ainsi collectivement coupable, puisque sa justice rend possible l'injustice suprême. Voilà donc extrait du discours de Robert Badinter, ministre de la Justice à l'époque, à l'Assemblée nationale, le 17 septembre 1981. On peut donc noter sur notre fiche de travail, de 1981 à 1983, des réformes, c'est-à-dire on va modifier, on va améliorer, on va refaire certaines choses, des réformes sociales et économiques sont engagées. 2 points. En 1981, l'abolition de la peine de mort, augmentation du SMIC, on l'a vu, le salaire minimum, nationalisation, etc. En 1982, 5e semaine de congés payés. On se souvient qu'avec le Front populaire, on avait eu les premiers 15 jours de congés payés. Actuellement, la législation française en est toujours à 5 semaines de congés payés. Et enfin, loi de décentralisation et de régionalisation. Malgré cette politique de relance économique, les difficultés économiques persistent et le gouvernement doit s'engager dans une politique de rigueur à l'époque. On commence à diminuer les moyens et à tenter des économies un peu partout. Après avoir vu la notion d'alternance politique, on va maintenant, dans le grand C, parler de la notion de cohabitation, 1986. On peut prendre le document 7 de la planche, qui est en fait une frise chronologique qui va nous montrer cette idée de cohabitation. Et puis, on pourra prendre également le livre, page 179. De quoi s'agit-il ?
Cohabiter signifie habiter avec quelqu'un, partager une habitation. Ici, on est toujours dans le domaine politique. Cette notion, on va la lire tout de suite d'ailleurs, vocabulaire page 179. Situation politique où le président de la République appartient à un parti politique opposé à celui du Premier ministre. En effet, lorsqu'il y a une élection présidentielle en France, on a juste après les élections législatives. Quelques semaines après, on va élire les députés. Lorsque les Français ont élu un candidat président qui appartient à un parti politique, ils ont certaines idées en tête et généralement, quand ils vont élire leurs députés, ils vont élire ces députés dans le même parti politique. Ils ne changent pas d'idée en 2 ou 3 semaines. Par exemple, on va élire un président de gauche. 15 jours après, généralement, les Français vont élire une majorité de députés à gauche. Mais à l'époque, on a un mandat présidentiel qui dure 7 ans. Or, les élections législatives ont lieu tous les 5 ans. Donc certes, on les a faites au moment des élections présidentielles, mais 5 ans après, alors que le président, par exemple le président Mitterrand, était en place, en 1986, on doit refaire des élections législatives. Et là, les Français peuvent changer d'avis. Et c'est ce qui s'est passé en 1986. En 1986, les Français ont élu une majorité de députés à droite. Donc, le président Mitterrand de gauche se retrouve à devoir exercer son pouvoir avec un Premier ministre de droite, Jacques Chirac, qui va constituer un gouvernement constitué de ministres de droite. Donc vous imaginez, au moment du Conseil des ministres, le petit dessin de Plantu nous le montre, page 179, le président de la République est là, mais le Premier ministre Chirac et ses ministres de droite qui décident par exemple certains projets de loi, eh bien, ne vont pas être d'accord avec le président. Et là, le président ne peut pas faire grand-chose. Le gouvernement ira faire voter la loi par l'Assemblée nationale. On peut donc noter sur votre fiche de travail, en 1986, la droite gagne les élections législatives. La droite gagne les élections législatives. Mitterrand est obligé d'appeler un Premier ministre de droite, donc c'est Jacques Chirac, c'est le gaulliste Jacques Chirac. Mitterrand fait appel à un Premier ministre de droite, le gaulliste Jacques Chirac. C'est la première cohabitation. C'est la première cohabitation, vocabulaire, page 179. Alors cette cohabitation, qui est en fait le résultat du vote des Français, est considérée souvent par les Français comme une situation intéressante dans le sens où elle oblige les hommes politiques à partager le pouvoir. Et donc elle ne met pas tout le pouvoir d'un côté ou d'un autre. C'est une situation que les hommes politiques n'aiment pas et on verra qu'en 2000, une réforme évitera cette situation en ramenant le mandat présidentiel à 5 ans, donc en même temps que les législatives. Cette situation de cohabitation peut malgré tout fonctionner parce que le document 9, page 179, nous dit bien que en fait, le président de la République n'est pas le Premier ministre, dans le sens où il n'a pas les mêmes fonctions. Le président s'occupe des relations extérieures, des relations étrangères, il est le chef de l'armée, il va surtout gérer les relations diplomatiques. Alors que le Premier ministre, le chef du gouvernement, lui, gouverne et donne la direction dans laquelle le pays avance. Le document 7 de la planche nous montre que, aux élections présidentielles de 1988, Mitterrand est réélu et les Français vont élire une Assemblée nationale également à gauche. Mais en 1993, vous voyez, 5 ans après, rebelote, recohabitation, on pourrait dire, puisque les Français vont, là, cette fois-ci, élire encore une Assemblée nationale plutôt à droite. Et c'est Édouard Balladur qui devient le Premier ministre à ce moment-là, un Premier ministre de droite. Voilà pour ce chapitre consacré à la Ve République de 1958 aux années 80. Complétez la chronologie, s'il vous plaît, à l'aide de votre livre, page 173. N'hésitez pas aussi à jeter un coup d'œil sur les liens vidéo que je vous propose sur le cahier de texte. À bientôt pour la suite de l'histoire sur Radio ACB.